La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La guillotine et les médecins. On verra la veuve Capet éternuer dans le panier. Marie-Antoinette aurait-elle donc encore la force, une fois passée de l'autre côté de la guillotine, d'éternuer? On disait aussi que les têtes décapitées saccageaient de leurs dents le fond du panier. Naguère, on avait bien cru que Saint-Denis avait marché le long de la plaine qui porte son nom jusqu'à Paris, et sa tête à la main. Les dernières semaines de la terreur, le rythme des exécutions avait été tel que des légendes du même ordre pouvaient bien pousser au pied de l'échafaud. Mais le milieu médical, où avait mûri pourtant l'idée d'une exécution prompte et douce, était aussi saisi par le doute. Et ce, dès les premières années de la pratique de la guillotine. Le débat l'agita ensuite à de nombreuses reprises pendant 150 ans. La mort survient-elle instantanément? La conscience perdure-t-elle? Un moment. Lorsqu'on croit, disait Albert Camus, qu'on peut faire mourir sans faire souffrir, c'est qu'on manque d'imagination, et les médecins en la matière n'en ont pas manqué, ainsi que le montre dans son dernier livre l'invité de la marche de l'histoire, Anne Carole. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'histoire de la médecine, à laquelle vous avez déjà consacré plusieurs ouvrages, et vous tentez aujourd'hui une histoire de la guillotine. Ce sont des personnalités du monde médical, il n'y a pas seulement Guillotin, qui sont à l'origine de l'outil. Qu'est-ce qui pousse à l'époque du début de la Révolution des gens qui en principe devraient prolonger la vie à s'intéresser à l'outil de la mort? Je crois qu'il y a deux raisons principales en fait. D'une part, ce sont des hommes de lumière, donc ils sont opposés à la barbarie des supplices d'Ancien Régime. Ils se sont impliqués en tant que tels, comme des intellectuels de l'époque, dans la réforme pénale qui s'annonce. Et puis d'autre part, ce sont des gens qui sont devenus spécialistes de la mort au XVIIIe siècle, qui sont devenus des experts de la mort. Les médecins se sont intéressés à la question de la mort, en effet, au milieu du XVIIIe siècle, et ont défini ce qu'était la mort réelle et les étapes de la mort. Donc, cette thanatologie, en quelque sorte savante, débouche aussi sur les questions de mort pénale. Alors, à la législative, la deuxième assemblée de la Révolution, on est un peu dégoûté par la question. On confie à un expert l'idée de l'outil. C'est Louis qui est chirurgien. Auparavant, à la Constituante, il y avait eu Joseph Guillotin. Oui, alors Guillotin, effectivement, avait proposé que tous les supplices d'Ancien Régime, qui étaient à la fois modulés en fonction du rang social du condamné et puis de la nature du crime, et qui étaient tous finalement assez longs, cruels et soumis à l'adresse du bourreau, il avait proposé que tous ces supplices soient ramenés à un seul, la décapitation. C'est vraiment l'apport de Guillotin d'avoir introduit cette décapitation démocratique, en quelque sorte, qui était le supplice réservé aux nobles pour tout le monde. Mais la mise en œuvre technique de la guillotine, elle revient, comme vous l'avez dit, à Antoine Louis, qui est un chirurgien. Mais restons au personnage de Guillotin, parce qu'il est si populaire, qu'on invente même des anecdotes. Jean Tullard dit c'est bien les anecdotes à condition qu'elles soient vraies. Bon, il y avait une émission autrefois sur cette chaîne qui s'appelait La Tribune de l'Histoire, excellente et dramatisée, qui ne suivait pas toujours ce précepte. Par exemple, elle imagine ici que pour justifier sa position à la Constituante, on est donc à la fin de 1789, Guillotin ait raconté à ses interlocuteurs qu'il avait assisté à l'exécution d'Hélène Gillet, que vous situeriez au XVIIe siècle. Oui, bon, écoutez, peu importe. Il s'agissait de mettre à mort une fille de 22 ans, Hélène Gillet, convaincue d'infanticide. D'abord, parut sur l'échafaud en même temps que la condamnée, le bourreau de l'endroit qui réclama l'indulgence du public. Il s'est confessé et a communié le matin même afin de se remonter le moral. Pourtant, il est tout tremblant. S'excusant sur une fièvre de 3 mois qui le tient encore, il prie les assistants de lui pardonner au cas où il manquerait à son devoir. Maintenant, le voilà à genoux, devant la condamnée. Il se roule, il se tord les bras, implore la bénédiction des prêtres. Enfin, il est prêt.
Il assène un premier coup, si maladroitement appliqué que la patiente en a la mâchoire brisée. Le peuple hue le bourreau, on lui lance des pierres, alors il jette son arme et demande de mourir à la place de sa cliente. Mais une femme saute sur l'échafaud, c'est la bourrelle. Elle ramasse le glaive, exhorte son mari à continuer. Il y consent, frappe un nouveau coup qui renverse la patiente en lui brisant l'épaule. Nouvelle huée, nouvelle grêle de cailloux. Le bourreau dégringole de l'estrade et se sauve. Sa femme le remplace. Elle essaie d'achever à coups de pied la fille Gilet. N'y parvenant pas, elle lui noue une corde au cou et la tire au bas de l'échafaud où, à l'aide d'une paire de ciseaux, elle tente de lui couper la tête. Les jésuites et les capucins prennent la fuite, la foule arrache à la bourrelle sa victime. On la retire à moitié déchiquetée des griffes de la mégère. Je ne sais si elle eut la vie sauve. Ce qui est sûr, c'est que le bourreau et sa femme furent massacrés au pied de l'échafaud. On comprend que les hommes des Lumières aient voulu limiter le répertoire de ce théâtre de la cruauté, parce que plus il y a de modes d'exécution, plus l'incertitude quant à la qualité du bourreau, même assisté d'une bourrelle en l'occasion, est grande. Oui, particulièrement dans le cas de la décapitation, parce que c'est un supplice qui n'est pas aussi fréquent que la roue ou la pendaison, qui suppose donc une adresse technique pour trancher d'un seul coup la tête, chez des gens qui n'ont pas l'habitude de la pratiquer, et en plus, qui sont peut-être impressionnés par les suppliciés qui sont face à eux, qui sont des aristocrates. Quand au printemps 92, et ça va être le même supplice pour tout le monde, les premiers condamnés politiques, c'est à la fin de 1792 qu'ils passent sous la guillotine, le nouvel outil est mis en place, il n'est pas toujours de qualité. Non, parce que on va monter dans l'urgence une guillotine pour chaque département, il en faut 83. Et donc, on les fabrique vite. Parfois, on les fabrique à partir de copies, puis de copies expédiées dans les départements. Et donc, on a des guillotines qui ne sont pas d'aplomb, qui coulissent mal, et qui obligent le bourreau parfois à faire retomber le couperet plusieurs fois. Et n'imaginons pas ce qui peut se passer dans des territoires très éloignés, qui n'ont même pas encore le statut de département, comme celui-ci dans la Veuve de, j'indique le lieu, Saint-Pierre. Messieurs, le premier bateau du printemps nous apporte un message de France. La mère patrie daigne nous envoyer une veuve pour bientôt. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer de la République. Et l'exécuteur? Ah, ça, motus et bouche cousue, il n'est nulle part question d'un bourreau. La Marie Galante nous apportera un gibet et l'ordre réitéré de raccourcir, mais rien d'autre. Personne pour trancher. S'il y a sur notre île un bourreau qui s'ignore, trouvez-le, qu'il se révèle à lui-même. Veuve, on a parlé de Louison, Louisette avant de parler de guillotine, veuve. Oui, c'était Pourquoi le nom veuve employé déjà pour la potence, et donc on l'a repris. En tout cas, veuve ou potence, on a besoin de mains humaines sur l'échafaud. Celle du bourreau qui actionne le couperet et au pied. Alors venons-en à notre sujet, la participation des médecins au débat sur la guillotine. Parce que tout de suite, il y a discussion. Vous citez dans votre livre « Physiologie de la veuve » aux éditions Champvallon, je n'ai pas encore situé, un Allemand, Sömring, les Allemands ont toujours été un peu sceptiques devant la guillotine, et puis alors le papa de Jeanne Sue. Oui, tout à fait, Jean-Joseph Sue, qui fait partie des gens qui mettent en cause l'instantanéité de la mort procurée par la guillotine, et partant de là, évidemment, la douleur que subirait le supplicié dans l'intervalle entre sa décollation, comme on disait à l'époque, et sa mort réelle. Alors en face, il y a les orthodoxes qui disent « mais non, la mort est instantanée ». Oui, l'idée, c'est que dès qu'on interrompt les connexions entre le cerveau, le cœur et le poumon, la mort est immédiate. Mais cela va complètement à l'encontre, en fait, de tout le savoir médical qui s'est construit au XVIIIe siècle et qui a eu plutôt tendance à décrire la mort comme un processus qui se fait par étapes dans le corps et qui prend du temps. Donc cette idée d'une mort instantanée, procurée par les médecins, elle va à l'encontre en même temps de ce modèle de mort processus qu'ils ont eux-mêmes contribué à imposer comme la mort physiologique. Vous parlez de modèle médical, mais il y a aussi un sous-texte politique, d'autant que la terreur a provoqué la frayeur, 1300 exécutions en 6 semaines. Alors, certains disent que la tête, c'est le chef, c'est le roi, alors que si elle est coupée, qu'est-ce qui se passe ?
Et oui, si elle est Tout est coupée, suspendu. évidemment, la mort est immédiate. Hein. Et d'autres, au contraire, en prolongeant un parallèle que les révolutionnaires aiment bien entre le corps de la nation et le corps humain, pensent que la vie, elle est partout, elle est dans tout le corps. Et donc, si l'on tranche le cou du condamné, la vie se maintient dans toutes les parties du corps. Donc là, il y a aussi effectivement des querelles. Entre démocrates et aristocrates. On va prendre un exemple de chute d'une aristocrate ou prétendue telle. Nous sommes en juillet 1793, la meurtrière de Marat va être exécutée. C'est Charlotte Corday, qui est si belle, un peu androgyne, la voix troublante. Quoi déjà? C'est l'heure. J'ai toujours aimé les orages. Vous pouvez vous asseoir. Non. Je veux regarder les Parisiens dans les yeux. Je resterai debout. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Le face-à-face des médecins avec la guillotine à partir du livre d'Anne Carole, sous-titré chez Champvallon, une histoire médicale de la guillotine. Vous avez bien entendu, Anne Carole, je veux regarder les Parisiens dans les yeux. Une fois que la tête de Charlotte Corday ensuite est présentée au public, le valet du bourreau a cru utile de la souffleter. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Alors oui, les témoins, certains témoins en tout cas, disent que Charlotte Corday aurait rougi sous l'affront de ce soufflet. Ce qui évidemment nourrit l'argumentation selon laquelle il y aurait une survie post-décapitation et des émotions, une vie sensible et presque sentimentale, j'allais dire, dans la tête après la décapitation. Alors ça, c'est un exemple que les médecins vont agiter, mais qu'on va voir transcrit dans la littérature. Il y a un chapitre de Lamartine, l'histoire des Girondins, sur l'ange de l'assassinat. Et je vous recommande de faire Charlotte Corday sur le net. Vous allez avoir 150 000 réponses, et certaines concernent la rougeur que vous évoquez. Oui, cette rougeur qui est finalement assez peu évoquée par les contemporains, mais qui va être ensuite réutilisée sans cesse dans les débats. On la retrouve jusqu'au XXe siècle, en fait. Alors, curieusement, le fils du docteur Su, qui avait prétendu que la conscience survivait un moment, Eugène Sue, l'auteur des Mystères de Paris, il parle pas beaucoup de ça dans les Mystères de Paris, qui sont plutôt féconds en récits fantasmagoriques, mais au XIXe siècle, dans le romantisme, beaucoup d'auteurs, prenant l'exemple de Charlotte Corday ou d'autres, insistent sur la survie du condamné. Les romantiques aiment le macabre, on le sait, il y a toute une veine du romantisme noir. Parmi ces auteurs aussi des années 1820-1830, il y a le courant qu'on appelle frénétique, qui aime beaucoup les outrances, justement macabres. Et on va retrouver ce thème non seulement chez Dumas, beaucoup, mais aussi chez des auteurs moins connus comme Petrus Borel ou Raboud, etc., qui vont développer ce thème de la survie. Parmi ceux qui sont très connus, il y a Victor Hugo, qui est abolitionniste dès 1829, et vous aimez un livre qui a suivi le dernier jour du condamné à mort, publié par Victor Hugo, et dont le titre est tout le programme de nos interrogations. Oui, le dernier jour du condamné à mort, le dernier jour d'un condamné à mort ne parle pas, curieusement, de la survie de la tête, alors que Victor Hugo, on sait, a utilisé tous les arguments possibles et inimaginables pour lutter contre la peine de mort. Mais en revanche, peu après sa parution, est publié aussi à Genève un livre dont le titre, effectivement, est assez amusant, c'est « Le lendemain du dernier jour d'un condamné ». Et l'idée même qu'il puisse y avoir un lendemain montre bien comment, sur plusieurs pages, l'auteur va s'employer à dépeindre les souffrances, les pensées du guillotiné, la tête dans le panier, emporté à l'amphithéâtre, ensuite éventuellement soumis à des expériences, etc. On a parlé de plusieurs maîtres, de Borel à Dumas, et Villiers de l'Isle-Adam, que vous citez beaucoup. Alors, Villiers de l'Isle-Adam, oui, c'est un obsédé de la guillotine. Beaucoup de ses contes cruels reviennent sur ce thème. Il y a une de ses nouvelles qui est particulièrement connue, c'est Le secret de l'échafaud. Le titre lui-même renvoie toujours à notre question de la survie, puisqu'il y raconte à partir de personnages totalement réels, le docteur Couty de la Pommeraye, qui avait été exécuté en 1864 pour empoisonnement, et le chirurgien Velpeau, qui est aussi un chirurgien célèbre de l'époque, une tentative d'expérience. Alors Velpeau converse avec son confrère avant l'exécution. Et lui demande un service de médecin à médecin. Il convient avec lui pour vérifier si la survie est réelle ou non, de cligner de l'œil
une fois que la tête aura été coupée. On va pas vous dire tout de suite le résultat, parce que l'observation après exécution et l'expérimentation, ce sera le thème de notre deuxième partie, après qu'on aura entendu une chanson, parce que ce thème, il alimente les attractions foraines. Il y a un côté grand guignol parfois dans votre livre. Et les chansons, alors les chansons du Chat Noir à la fin du 19e siècle. Et ici, en voici une beaucoup plus moderne, mais ô combien connue, Le Condamné à mort selon Genet, interprétée évidemment par Hélène Martin. Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort. Mais que se passe-t-il non pas une heure avant la mort, mais 1 minute, 2 minutes, 3 minutes après la décapitation? C'est le thème de la réflexion des médecins que vous avez suivi pas à pas, Anne Carole. Alors, ces médecins sont des hommes de progrès et saisis par le doute, ils recommandent de faire des expérimentations. Quand tout à l'heure, dans une nouvelle Villiers de l'Isle-Adam, imagine que le docteur Velpeau a conclu un pacte avec le docteur Couty qui va être exécuté. Alors, comment ça se passe, l'expérience ? L'expérience consiste, et elle a été proposée d'ailleurs dès 1795-96, à interpeller, en quelque sorte, la tête du guillotiné, à lui parler, à lui crier à l'oreille et à observer éventuellement des réactions sur sa face. On peut aussi le piquer, tourner son visage vers le soleil pour voir si les paupières clignent, etc. Enfin, on guette les moindres signes de survie sur le visage. Alors Couty, dans Villiers de l'Isle-Adam, finalement, il cligne pas de l'œil en dépit du pacte proposé. Ah, pas tout à fait. Il cligne une fois, il relève la paupière et il ne la baisse pas. C'est-à-dire qu'il cligne 1 fois et demie, en fait. Sur 3, donc plus concluant, en 1905, il faut dire que le docteur Bourrieux à Orléans s'était muni d'un haut-parleur pour donner le nom du condamné à l'oreille du décapité, alors là... Oui, en 1905, effectivement, c'est la dernière grande expérience qui va faire grand bruit parce que le docteur Bourrieux observe des changements dans le visage du condamné lorsqu'il l'interpelle, lorsqu'il lui crie à l'oreille. Bon, là, c'est intéressant parce que le châtiment commence à devenir expérience. Alors qu'on nous avait dit que la guillotine, c'était la fin de la peine de mort aggravée. Enfin, faut pas de mal, là, au décapité. Quand on... Allez, je vais oser un mot. Quand on l'électrifie, c'est ça qu'il faut dire ? Non, quand on le galvanise ou quand on l'électrise. Quand on l'électrise. Oui. Et ça, c'est aussi des expériences dès la fin des années 1790. Oui, tout à fait, dès 1798. Alors, qu'est-ce que c'est la galvanisation d'un homme sectionné en deux ? Eh bien, on teste la survie d'organes isolés dans le corps, le cœur en particulier. À la fin du XVIIIe siècle, c'est surtout ça qu'on essaie de voir, si le cœur survit longtemps, et donc on va lui envoyer du courant électrique. Donc il y a les frénétiques dans la littérature et les électriques dans la médecine. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est très ambigu parce que à la même époque, l'électricité commence à être employée comme moyen de réanimation. Donc, à la fois, on cherche à voir si des parties du corps sont mortes, sont bien mortes, en leur envoyant du courant, mais en même temps, ce même procédé est supposé éventuellement les faire revivre. Oui, mais enfin, si on torture d'une certaine manière les corps après la mort en les électrisant, c'est pour le bien de tous. C'est pour ça d'ailleurs que les médecins réclament d'avoir les corps le plus vite possible. Alors, le lieu idéal pour cela, expliquez-vous, eh bien, c'est encore le bagne.
Bienvenue à la colonie pénitentiaire française. Accommodez-vous de ce que nous vous offrons, et vous verrez que votre sort est encore enviable. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Non, Marie pleine de grâce. Je veux pas. Ça, c'est un film américain signé Schaffner sur le bagne français. Et si les Américains avaient deviné ce qui se passait vraiment sur les corps et les têtes des bagnards une fois guillotinés, à Brest par exemple? Oui, le bagne, c'est l'endroit idéal pour les médecins parce que le corps des suppliciés est totalement à leur discrétion. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas d'opposition à craindre des familles ou des autorités. Alors, sollicitation par l'oreille, électrisation, j'ai bien noté. Absolument. Alors, il ne faut pas parler maintenant, troisième mode d'expérimentation, de la résurrection. Vous préférez ressuscitation. Oui, ressuscitation. Alors, qu'est-ce que c'est ça? À partir des années 1880, on commence à se poser la question, suite à des expériences qui avaient été faites sur des chiens d'ailleurs, sur des chiens décapités, de la possibilité de revivifier des têtes de guillotinés en les transfusant. Alors là, vous décrivez, on peut peut-être être précis, les carotides sont rétractés et reliés à des robinets. Oui. Les robinets transfusent du sang de chien. Exactement. Par des tubes conducteurs sur la tête décapitée dont les lèvres vont devenir vermeilles. Oui, alors le sang revient effectivement dans le visage et lui redonne une apparence de vie. La première expérience est tentée en 1880 et puis en 84-85, elle se multiplie. Dès qu'un supplicié est à la disposition des médecins, eh bien, Dr Laborde, oui, il faut donner son nom, qui est le grand initiateur de ces expériences, se précipite pour tenter de le transfuser et de le ranimer. Alors lui, il réclame les corps le plus rapidement possible. Il va aller se transporter, racontez-vous, à Troyes, parce que ça va peut-être plus vite. Il y a moins de négociations en province. Et il va commencer à travailler sur la tête dans la voiture qui le mène de l'échafaud où il a récupéré le supplicié au laboratoire. Oui, parce que pour ranimer ces têtes, évidemment, le défi, c'est que elles soient les moins mortes possibles, si je puis dire. Donc le temps entre l'exécution et la transfusion soit le plus court possible. À Paris, on est obligé de faire un détour par le cimetière. En province, parfois, les conditions sont plus faciles et les expérimentateurs, de fait, pour raccourcir encore les délais, n'hésitent pas à expérimenter dans les voitures lancées au grand galop, à la lueur des bougies, en piquant, en transfusant les condamnés. Je citais tout à l'heure les chansons du cabaret Le Chat Noir. L'une dit « Tu te demandes, est-ce qu'on souffre encore quand on n'a plus de trompe pour t'instruire, espèce de vieux melon ?» Pratique sur toi-même l'opération. Ce que disait en langage plus châtié, au même docteur Laborde, dont on répète le nom, Paul Bert. Oui, Laborde. Qui en 85 met fin à... Oui, Laborde était effectivement expérimenté sans savoir trop exactement ce qu'il cherchait. Moi, je pense qu'il était dans une espèce de logique de la première, arriver à faire revivre une tête. Et il a un débat très vif avec Paul Bert, qui est évidemment le ministre qu'on connaît tous, mais qui était aussi un biologiste, qui lui reproche de pratiquer ses expériences sur un plan éthique, en lui disant que s'il ressuscite par hasard le guillotiné, eh bien, il lui fera subir une double peine. Oui, si le Code civil abolit la torture avant la mort, voilà. C'est pas la peine de la pratiquer après la mort. Ce à quoi Laborde répond, cette réponse absolument incroyable, oui, mais peut-être obtiendra-t-on des aveux. Oui, ça c'est pas mal. Et puis après, quand il est à court d'autres arguments, il traite Paul Bert d'adversaire, sans doute, de la vivisection. Oui, bien sûr, parce que derrière tout ça, il y a cette idée que Paul Bert serait mu par éventuellement des motifs charitables, religieux, etc. et serait donc dans cet éternel combat entre la science et l'obscurantisme. Enfin, derrière ça, il y a aussi l'idée que le corps du condamné est débiteur. Le corps du condamné a un statut effectivement ambigu. En théorie, la Révolution lui a rendu toute sa normalité. Il doit retourner à la sépulture ordinaire, et notamment si les familles le réclament. Mais le Code pénal n'a rien prévu si les familles ne réclament pas le corps. Et c'est là que vont se disputer, en quelque sorte, toute une série d'autorités autour du corps, et notamment les médecins, qui cherchent à expérimenter sur lui, et qui vont s'appuyer sur cette espèce de ressentiment général envers le condamné, sur lequel, finalement, tout est permis. Alors, Lassner, le condamné de 1836, va partir nu sur la table de dissection d'un amphi d'anatomie. Ça passe encore. Les professeurs d'anatomie, vous dites beaucoup de bien, beaucoup de médecins expliquent que c'est préférable d'avoir un condamné à mort en pleine santé qu'un vieillard indigent. C'est un matériau expérimental, effectivement, ouais. Ou même pour l'anatomie, bien meilleure qualité que les
les habituels corps qui échouent dans les amphithéâtres de dissection, qui sont les corps des hôpitaux, c'est-à-dire des corps de pauvres, usés par la maladie. Et alors, quand c'est un beau mâle en 1887, je cite certaines de vos sources, un homme d'une proportion exceptionnelle et dont la peau est bien lisse. Pranzini, le fameux Pranzini, qui était un assassin très célèbre, sa dissection a été publique, effectivement. On n'a rien caché des détails de son anatomie. Ce qui renoue d'ailleurs avec les dissections publiques infamantes de l'Ancien Régime. Et puis, il y a eu effectivement ce scandale énorme, à savoir qu'on a utilisé une partie de la peau de Pranzini, des garçons d'amphithéâtre, pour faire des portefeuilles qu'un employé de la préfecture de police a offert à son chef. Alors, scandale, 1887-88, et c'est justement à cette date-là que pour la première fois, par recommandation orale, on voit un condamné réussir à disposer de son corps post-mortem. Oui, c'est après le scandale de Pranzini, effectivement. Premier à le demander, c'est vraisemblablement Campi en 1884, mais le premier à l'obtenir, c'est Prado en 1888. Il est difficile de refuser après le scandale Pranzini. Et Caserio, l'anarchiste, en 1903, lui, obtient la libre disposition de son corps après sa mort par recommandation écrite. Ce qui va permettre d'ailleurs plus tard à des condamnés à mort de poser des gestes positifs en faisant don de leur corps à la science. C'est une façon effectivement pour eux aussi de réintégrer la communauté par le don de leurs organes. Au XXe siècle, on verra des condamnés à mort faire don de leurs yeux, voire de leurs reins, pour faire avancer la recherche médicale. Mais ça n'empêchera pas non plus les médecins d'outrepasser parfois ces dons et de continuer à se servir du corps du condamné. Les interrogations sur la peine de mort ne sont pas seulement celles des médecins que vous suivez pas à pas, je l'ai dit, dans une physiologie de la veuve aux éditions Champvallon. Anne Carol, elle traverse un plus vaste public qui peut être gagné aussi par La Compassion, le film de Pagnol, le Spoons, en 1937. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil. Le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Oh, c'est pas gai, ça. Non, c'est pas gai, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Hein? Bravo. Oh, ça c'est inouï alors. La pitié. La pitié. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Alors, 2 ans après le film de Pagnol, on met enfin fin aux exécutions publiques. Alors, les médecins expérimentateurs, s'il y en avait encore, devraient être ravis. Ils pourraient aller à l'ombre des murs des prisons, travailler au pied des échafauds, et c'est pas du tout ce qui se passe. Non, d'abord, les exécutions sont beaucoup plus rares aussi. Et puis, cette espèce de recherche physiologique du dernier organe à mourir et de la ressuscitation, elle est passée de mode aussi. Et les médecins, maintenant, ils vont accompagner les condamnés à mort au petit matin. C'est une tâche à laquelle ils auraient peut-être dû songer plus tôt. Est-ce qu'involontairement, ça sera ma dernière question, Anne Carol, après s'être ainsi mêlés et associés au bourreau, ils ont, vos héros, involontairement sans doute, alimenté l'abolitionnisme? Oui, je le pense, involontairement ou parfois volontairement. Au XXe siècle, à l'Académie de médecine, on a débattu de cette question de la survie éventuelle, ou en tout cas des signes de survie, et cela a contribué à rendre cette idée de couper un homme en deux intolérable. Merci Anne Carol, votre histoire médicale de la guillotine aux éditions Champvallon. Puis je vous recommande l'émission de Mathieu Vidard qui va suivre, exceptionnellement à Montréal. Votre soutenance de thèse, c'était il y a quelques années, votre soutenance de thèse en 180 secondes. Comment présenter un sujet de recherche en termes simples à un auditoire profane, ce que vous avez parfaitement réussi en 30 minutes. Demain, nous parlerons de la Prusse dans l'histoire allemande. Camille Poux-Jalaguier, Franck Olivard, Frédéric Martin, Marie Guerrier et à la technique, Cédric Lalanne et Ronan Mahé. Il est 14h, vous écoutez France Inter.